Ma nièce de 7 ans a gâché Noël et je suis si fier de la personne qu'elle est devenue en le faisant. Je me suis réveillé à 6 heures du matin au son du verre qui se brisait en bas. J'ai couru en bas m'attendant à un cambriolage, mais à la place, j'ai trouvé ma nièce, Sophie, debout dans les débris de ce qui avait été les cadeaux de ses cousins, le marteau de son oncle encore à la main. « Nos cadeaux !» crièrent les garçons, tombant à genoux et ramassant les morceaux de leurs tablettes écrasées et de leurs casques de gaming. Mon frère Julien, le père des garçons, se dirigea vers l'armoire du couloir pour attraper sa ceinture en fixant Sophie. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, les garçons, 13 et 15 ans, se jetèrent sur Sophie et la plaquèrent au sol. Ils commencèrent à la frapper à plusieurs reprises, lui griffant le visage et personne n'intervenait. J'ai dû les arracher d'elle moi-même. Quand Sophie s'est levée, elle était couverte de bleu et saignait du sourcil. Mais malgré tout, elle s'assit simplement calmement, la poitrine bombée, un sourire narquois sur le visage, presque comme si elle était fière d'avoir détruit Noël. « Où sont nos beaux cadeaux ?» crièrent les garçons encore. Et c'est alors que tout le monde l'a vu. Les cadeaux les plus chers des garçons, leur PlayStation, iPhone, toutes les vraies bonnes choses, n'étaient nulle part, pas détruits, pas encore emballés, juste disparus. « Sophie », dis-je doucement, en m'agenouillant à côté d'elle pendant que Julien commençait à retenir ses enfants, qui voulaient maintenant aller chercher des couteaux à la cuisine. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Elle regarda les membres de la famille qui se rassemblaient maintenant, tous horrifiés. « Vos fils sont des brutes, dit-elle au papa, le sang coulant encore de son sourcil. Petite, il tenta de se jeter sur elle, mais je l'attrapais. L'année dernière, ils ont détruit le cadeau de Noël de mon amie quand elle l'a apporté à l'école. Sa maman avait économisé pendant 6 mois pour cette maison de poupées. Ils ont sauté dessus pendant qu'elle pleurait. La femme de Julien essaya de les défendre, mais Sophie continua. Toute cette année, ils ont détruit chaque cadeau que j'ai reçu. Mon télescope d'anniversaire, ils l'ont cassé. Mon coffret d'or, ils l'ont brûlé. Nous ne savions pas qu'ils, commença Julien. Je l'ai dit à tout le monde à Thanksgiving, l'interrompit Sophie. Je vous ai dit qu'ils avaient abîmé la seule photo de maman et papa que j'avais avant qu'ils meurent. Sophie pleurait maintenant. Et vous avez dit que je devais arrêter d'être en colère contre eux, qu'ils n'étaient que des enfants qui jouaient. J'étais horrifié. Travaillant à l'étranger, Sophie ne m'avait jamais rien dit de tout cela. Est-ce que c'est vrai? Élevai-je la voix. La pièce bougea mal à l'aise. Personne ne me regardait dans les yeux. Sophie s'essuya le sang du visage. Alors oui, j'ai détruit leurs cadeaux. La maman haleta. Ces cadeaux? Mais ce n'est pas pourquoi je l'ai fait, interrompit Sophie. La pièce devint silencieuse. Chérie, pourquoi tu l'as fait alors? Lui demandai-je. C'est alors qu'elle désigna notre grand-mère dans le coin, fixant le vide dans son pyjama de Noël, perdu dans sa démence. Ils ont volé grand-maman. Ils ont volé 2000 € à grand-maman. Je vis les visages des enfants s'affaisser. La première fois qu'ils montrèrent des émotions pendant tout cela. Les yeux de Julien s'élargirent. C'est impossible. Mais Sophie se leva avec défi. Mardi soir dernier, je n'arrivais pas à dormir. J'ai entendu des pas dans la chambre de grand-maman à 2 heures du matin. Tout le monde se tut. J'ai vu vos enfants prendre sa carte de son sac à main, dit Sophie à la maman. Ils ont trouvé son code dans son journal, puis ils se sont glissés dehors. Je les ai suivis au distributeur automatique. Tu mens, commença un des garçons. J'ai une vidéo, dit Sophie en sortant son téléphone. La vidéo montrait qu'ils retiraient d'énormes sommes. Ils commencèrent à trembler de peur. Leur père prit le téléphone de grande-maman avec des mains tremblantes. Il vérifia les retraits et son visage se figea. Fils, pourquoi aurais-tu? Elle nous avait donné cet argent. Les garçons crièrent dans une dernière tentative désespérée de se sauver. Elle voulait qu'on l'ait. C'est alors que Sophie courut à l'étage. Les tiroirs claquèrent et elle redescendit en tenant une lettre. Dans l'écriture tremblante de grand-maman, il était écrit « Chère Sophie, j'empire. Certains jours, je ne me souviens pas du petit déjeuner, mais je me souviens des 2000 € que j'ai économisés pour la charité de Noël. Je veux que les familles pauvres aient des cadeaux. Si j'oublie, rappelle-le-moi s'il te plaît. Avec amour, grand-maman. » Le papa pleurait presque. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Sophie? Je te l'ai dit, cria-t-elle. Et tu m'as dit d'arrêter de mentir. Tu as fait tomber le téléphone de ma main quand j'ai essayé de te montrer la vidéo. Tu m'as frappé quand j'ai essayé de chercher l'argent. » Il mit sa tête dans ses mains de honte. La maman fixa les garçons à travers ses larmes, rendant évident qu'ils auraient des conséquences. Alors, à 3h30 ce matin, continua Sophie, j'ai mis tous les meilleurs cadeaux de mes cousins en ligne gratuitement. C'est pourquoi ils ne sont plus là. Personne ne pouvait plus protester maintenant. Des gens sont venus les chercher en quelques minutes. Je n'ai pas pris un centime. Il s'ensuivit 1 minute de silence pendant que tout le monde regardait sous le choc. Et puis finalement, les garçons firent leur mouvement. Ils essayèrent d'attraper le téléphone de Sophie pour effacer les preuves, mais elle les esquiva, reculant. Je l'ai déjà sauvegardé comme l'oncle me l'a appris. Vous ne pouvez plus l'effacer maintenant, dit-elle. Julien devint désespéré et m'attrapa le bras. Tu es son oncle préféré. Fais-la effacer la vidéo. Nous gérerons cela en famille. Je regardais ma nièce de 7 ans, restant ferme contre des garçons 2 fois plus grands qu'elle. Je pense qu'elle s'en est déjà occupée. Mais alors, pendant que la femme de Julien vérifiait leur compte bancaire, le garçon plus âgé courut soudainement à la cuisine. Nous entendîmes les tiroirs claquer. Puis il réapparut avec un couteau de plus tôt. Avant que quiconque puisse l'arrêter, il courut vers Sophie avec le couteau serré dans la main. Je me jetai en avant et attrapai son poignet juste quand il atteignit Sophie. Le couteau était à quelques centimètres de son visage quand je lui tordis le bras fort sur le côté. Il lutta plus dur que ce que j'attendais d'un gamin de 15 ans. Nous nous battîmes et tournâmes pendant que tous les autres restaient là figés. Son frère sauta pour l'aider et attrapa mon autre bras. Je libérai ma main et continuai à tordre le poignet du plus âgé jusqu'à ce que ses doigts commencent à s'ouvrir. Le couteau commença à tomber, mais il l'attrapa avec l'autre main. C'est alors que je sentis la lame trancher mon avant-bras pendant que nous luttions pour le contrôle. Une douleur chaude me traversa le bras, mais je ne pouvais pas lâcher. Je mis finalement les 2 mains sur son poignet et le pliai vers l'arrière jusqu'à ce qu'il crie et lâche le couteau. Il frappa le sol avec un bruit métallique et je le frappais aussi fort que je pouvais. Le couteau glissa sur les carreaux et disparaissait
disparu sous la cuisinière où personne ne pouvait l'atteindre. Le sang imbibait déjà ma manche de chemise et gouttait sur le sol. Je poussais le garçon plus âgé si fort vers l'arrière qu'il s'écrasa contre le mur. Puis je me mis entre lui et Sophie, qui était encore assise là avec le même regard de défi sur son visage. La femme de Julien cria quand elle vit tout le sang qui se formait sur le sol. Julien restait juste là, la bouche ouverte, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Personne ne bouge vers ce couteau ou vers Sophie, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. Les garçons respiraient lourdement et me fixaient avec de la pure haine dans les yeux. Ils commencèrent à faire les 100 pas comme des animaux sauvages, cherchant une autre chance d'attaquer. Le sang continuait de couler sur le visage de Sophie depuis son sourcil, mais elle ne pleurait même pas. Je devais l'amener quelque part en sécurité avant que ses enfants essaient autre chose. J'allais à reculons vers la porte qui menait au jardin et tournais la serrure d'une main en gardant les yeux sur les deux garçons. « Sophie, amène grand-maman en haut dans la salle de bain et verrouille la porte », lui dis-je sans détourner le regard des garçons. Elle se leva lentement et alla où grand-maman était assise confuse dans sa chaise. Grand-maman continuait de demander ce que signifiait tout ce bruit pendant que Sophie l'aidait à se lever. Les garçons commencèrent à se diriger vers les escaliers, mais je me mis en travers de leur chemin. « Vous n'allez nulle part près d'elle, dis-je. » Sophie guida grand-maman dans les escaliers marche par marche pendant que je bloquais le bas avec mon corps. Mon bras palpitait et saignait encore, mais je pouvais encore l'utiliser. Le garçon plus âgé continuait de serrer les mains comme s'il voulait attraper quelque chose d'autre à utiliser comme arme. Son frère lui chuchotait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Une fois que j'entendis la porte de la salle de bain claquer et le verrou cliquer en haut, je sortis mon téléphone avec la bonne main. Les garçons virent ce que je faisais et commencèrent à crier des menaces sur ce qu'ils feraient à Sophie quand ce serait fini. Je les ignorais et composais le 15 pendant que Julien semblait enfin sortir de son choc. Le téléphone sonna une fois avant que l'opérateur réponde. « Nous avons un mineur qui a attaqué une enfant de 7 ans avec un couteau », dis-je rapidement. « Blessures multiples et abus financiers présumés d'une personne âgée. Nous avons besoin de police et d'ambulance. » Julien m'attrapa l'épaule et essaya de m'enlever le téléphone. « Raccroche, nous pouvons gérer ça en famille », supplia-t-il. Je me dégageais de lui et donnais notre adresse à l'opérateur pendant que les garçons continuaient de faire des menaces. « Les unités sont en route », dit-elle. « Gardez tout le monde séparé et en sécurité. » La femme de Julien avait son téléphone sorti maintenant et faisait défiler leur compte bancaire avec des mains tremblantes. Son visage devenait plus blanc avec chaque écran qu'elle regardait. De plus en plus de retraits continuaient d'apparaître qu'elle n'avait pas connus. Julien continua d'insister que nous n'avions pas besoin de police et que j'exagérais. « Ton gamin de 15 ans vient d'essayer de poignarder une enfant de 7 ans, lui dis-je. Réveille-toi. » Le garçon plus jeune courut soudainement vers les escaliers, criant qu'il devait effacer quelque chose de son ordinateur. Je bougeais vite et le bloquais si fort qu'il rebondit vers l'arrière et tomba sur ses fesses. Son frère essaya aussi de me dépasser, mais je me plantai fermement sur la marche du bas. « Vous n'allez nulle part près de Sophie ou effacer quoi que ce soit, dis-je. » Ils essayèrent tous les deux de me pousser en même temps, mais je pesais plus qu'eux deux réunis. « La police est déjà en route et toutes les preuves sont déjà sauvegardées, » annonçai-je assez fort pour que tout le monde dans la maison entende. Les garçons se regardèrent avec la panique dans les yeux et commencèrent à chuchoter sur leur téléphone. « Asseyez-vous et taisez-vous, leur dis-je. » La femme de Julien pleurait maintenant et montrait à Julien les relevés bancaires sur l'écran de son téléphone. Des milliers d'euros avaient été retirés au cours des dernières semaines. D'en haut, la petite voix de Sophie arriva à travers la porte de la salle de bain, disant que la vidéo était sauvée dans 3 endroits différents, comme je le lui avais enseigné. Sophie assise là saignant avec ce sourire narquois pendant que ses cousins criaient pour les cadeaux détruits. Quelque chose me dit que cette petite fille avait planifié chaque détail de cette matinée. Du timing à avoir cette lettre prête dans sa chambre en haut. Le soulagement m'envahit en sachant que les preuves étaient en sécurité. Je pouvais entendre grand-maman à travers la porte demandant à Sophie où était parti son sac à main et pourquoi elles étaient dans la salle de bain. Le son des sirènes commença à devenir plus fort depuis la rue. Les membres de la famille qui avaient regardé depuis l'embrasure de la porte du salon commencèrent à bouger rapidement. Certains arrangeaient leurs vêtements et d'autres rangeaient leur téléphone en essayant d'avoir l'air normal. Julien continua de se passer les mains dans les cheveux encore et encore en murmurant sur comment c'était devenu si incontrôlable. La porte d'entrée s'ouvrit assez fort pour claquer contre le mur et 2 policiers entrèrent avec les mains sur leurs armes. Je levai ma bonne main haut pendant que je maintenais la pression sur mon bras saignant avec l'autre. « C'est moi qui ai appelé », dis-je rapidement. « Il y a un couteau sous la cuisinière. » Le premier policier était un grand type avec des cheveux gris qui semblait avoir tout vu. Son badge disait Moreau et il jeta un coup d'œil au sang sur ma chemise et au chaos dans le salon avant de faire signe à son partenaire. Le policier plus jeune se dirigea vers les garçons pendant que Moreau vint directement vers moi. « Dites-moi rapidement ce qui s'est passé, » dit-il. Je pointais d'abord vers le garçon plus âgé, puis vers Sophie, qui était encore en haut avec grande-maman. « Il a attaqué ma nièce avec un couteau après qu'elle les ait exposés volant notre grand-mère avec démence. » La mâchoire de Moreau se tendit pendant que je continuais à parler de l'argent volé et des cadeaux détruits et des années d'intimidation que personne n'avait arrêtées. Le sang imbibait la serviette sur mon bras et gouttait sur le sol. Le policier plus jeune s'était déjà mis entre les garçons et tous les autres pendant que Moreau sortit sa radio. Julien commença vers Moreau, mais s'arrêta quand le policier leva la main. « Monsieur, reculez pendant que nous sécurisons la scène. » Moreau regarda son partenaire et pointa vers le garçon plus âgé. « Mais note-le pour la sécurité de tous. » Le gamin commença à crier que ce n'était pas juste, mais le policier plus jeune tirait déjà ses mains derrière son dos. Le métal cliqua autour de ses poignets et soudain il ressemblait à ce qu'il était, un criminel. Le plus jeune commença à pleurer et recula vers la porte, mais le policier lui dit de s'asseoir sur les marches devant où il pouvait le surveiller. Le visage de Julien devint rouge et il commença à se disputer à propos des menottes.
Protocole quand des armes sont impliquées, dit Moreau sans le regarder. J'allais aux escaliers et appelais Sophie et grande-maman à descendre. Elles apparurent en haut avec Sophie tenant la main de grande-maman et l'aidant à descendre chaque marche. Tout le visage de Moreau changea quand il vit les blessures de Sophie. La coupure au-dessus de son œil saignait encore et son visage avait des bleus qui devenaient déjà violets. Il attrapa immédiatement sa radio et appela les secours pendant que Sophie restait juste là, tenant la main de grande-maman. « Ma chérie, tu te sens en sécurité pour me montrer cette vidéo ?» demanda Moreau gentiment. Sophie sortit son téléphone avec des mains fermes et trouva le fichier vidéo. L'écran montrait les garçons au distributeur automatique au milieu de la nuit, retirant de l'argent encore et encore. La femme de Julien commença à sangloter plus fort avec chaque transaction qui se déroulait. Moreau regarda tout, puis regarda les garçons avec dégoût. Des lumières rouges et bleues remplirent les fenêtres pendant qu'une ambulance s'arrêta dehors. 2 secouristes coururent avec leurs sacs et vinrent directement vers moi en premier. Ils déballèrent de la serviette ensanglantée et examinèrent la coupure pendant que j'essayais de ne pas m'évanouir. A besoin de nettoyage approprié, mais pas de point de requis, dit un pendant que l'autre sortit des bandages. Ils le nettoyèrent avec quelque chose qui brûlait comme le feu, puis le bandèrent serré avec de la gaze blanche. Puis ils bougèrent vers Sophie, qui s'assit parfaitement immobile pendant qu'ils vérifiaient son œil. Ceci a besoin d'une fermeture appropriée aux urgences, dit le secouriste femme. Et nous devrions radiographier ces bleus pour être sûrs. Grande-maman continuait de demander pourquoi tout le monde était blessé et essayait de toucher le visage de Sophie. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Demandait-elle encore et encore. Moreau me regarda et pointa vers la cuisine. Nous devons récupérer cette arme en sécurité. Il me donna une paire de pinces de son kit à preuve et tint ouvert un sac plastique transparent. Je me mis à 4 pattes et tendis sous la cuisinière avec les pinces. Le couteau était juste où je l'avais donné un coup de pied et je le sortis soigneusement sans le toucher. Moreau scella le sac et écrivit dessus avec un marqueur pendant que sa caméra corporelle enregistrait tout. À travers la fenêtre, je pouvais voir le garçon plus âgé à l'arrière de la voiture de patrouille, ayant finalement l'air effrayé au lieu d'en colère. Moreau sortit un petit enregistreur et le mit sur la table basse. J'ai besoin de déclarations formelles en commençant par vous puisque vous devez aller à l'hôpital. Je m'assis et lui racontais tout depuis le verre qui se brisait jusqu'à l'attaque au couteau. Julien continua d'essayer d'interrompre pour dire que les choses n'étaient pas si mauvaises, mais Moreau le fit taire. Vous aurez votre tour, monsieur. Quand Moreau demanda à propos d'incidents précédents, mon estomac s'affaissa. Toutes ces fois que Sophie avait essayé de nous parler de jouets détruits et de choses volées et de blagues méchantes. Elle avait dit à tout le monde à Thanksgiving, à propos de la photo de ses parents morts que les garçons avaient brûlé. Elle avait supplié pour de l'aide et nous l'avions tous ignoré. Julien bougea dans sa chaise quand Moreau demanda pourquoi rien de cela n'avait été signalé aux autorités. Les enfants sont des enfants, marmonna Julien, mais même lui ne semblait plus convaincu. Moreau se tourna vers Julien avec un regard dur sur son visage. Nous regardons agression avec arme mortelle, abus financier d'une personne âgée et accusation continue d'abus d'enfant. Julien essaya d'argumenter qu'ils n'étaient que des garçons se comportant comme des garçons, mais Moreau l'interrompit. L'État prend très au sérieux le vol aux personnes âgées et ceci déclenchera des rapports obligatoires au service de protection de l'enfance et des adultes. Avant que quiconque puisse répondre, grand-maman erra de la salle de bain dans le couloir. « Où est-ce mon sac à main ?» demanda-t-elle. « J'ai besoin de donner de l'argent aux familles pauvres pour Noël. » Sa voix était si confuse et innocente que la femme de Julien se couvrit le visage de honte. Même Julien ne pouvait pas regarder sa mère. « Quelqu'un a pris mon argent, » dit grand-maman tristement. « Je l'économisais pour la charité. » Moreau demanda à la femme de Julien les relevés bancaires et elle les sortit sur son téléphone avec des mains tremblantes. Chaque retrait correspondait parfaitement aux horodatage sur la vidéo de Sophie. 2000 € pris en morceaux de 500 sur 4 nuits. La réalité que leur fils était un des voleurs frappait finalement durement les 2 parents. Moreau sortit ses papiers et demanda si je voulais porter plainte et obtenir une ordonnance de protection pour Sophie. Je dis oui immédiatement. Julien m'attrapa le bras et commença à me supplier de ne pas faire ça. Il continuait de dire que ça ruinerait l'avenir de ces garçons et qu'ils n'étaient que des enfants qui avaient fait une erreur. Je le regardais droit dans les yeux et lui rappelais que son fils venait d'essayer de tuer ma nièce avec un couteau. La décision semblait lourde, mais je savais qu'elle était juste. Moreau commença à remplir les formulaires pendant que Julien restait là en tremblant. Les secouristes vérifièrent les coupures de Sophie et dirent qu'elle avait besoin de points appropriés à l'hôpital. Ils voulaient aussi tout documenter, puisque c'était maintenant une affaire de police. Je leur dis que je voyagerais avec elle. La femme de Julien demanda si elle pouvait venir, mais je lui dis non. Pas après avoir défendu ces garçons toutes ces années pendant qu'ils blessaient Sophie. Sophie prit ma main pendant que nous marchions vers l'ambulance. Pour la première fois de toute la matinée, elle s'appuya vraiment sur quelqu'un. Le voyage en ambulance fut silencieux au début. Puis Sophie commença à expliquer comment elle avait tout fait. Elle dit qu'elle s'était levée à 3h30 du matin et avait mis tous les cadeaux chers en ligne gratuitement. Elle utilisa des applications de Marketplace et écrivit « Premier arrivé, premier servi » dans les descriptions. Les gens commencèrent à apparaître en quelques minutes pour tout attraper. Sa voix resta ferme, mais je pouvais voir ses mains trembler maintenant. L'adrénaline retombait finalement. Aux urgences, l'infirmière de triage jeta un coup d'œil à Sophie et la marqua comme abus suspecté. Elle nous amena directement dans une salle et commença à prendre des photos de chaque bleu et égratignure. Elle posa à Sophie des questions gentilles sur ce qui s'était passé. Sophie répondit clairement, mais je pouvais voir à quel point elle devenait fatiguée. Le docteur Julie Bernard entra pour recoudre le sourcil de Sophie. Elle parla doucement de choses au hasard, comme son chat et ses films préférés pour garder Sophie distraite. Elle était si gentille et patiente. Elle s'assura que Sophie se sente en sécurité et demanda la permission avant chaque étape. Je tins la main de Sophie pendant qu'elle eut 5 points de suture. J'étais si fier de comme elle était
été courageuse à travers tout cela. L'assistante sociale de l'hôpital apparut ensuite et dit qu'elle devait faire un rapport aux services sociaux. Elle expliqua que c'était normal quand un enfant arrivait avec ce genre de blessure. Elle dit que ça nous aiderait en fait à obtenir des ordonnances de protection et des services plus vite. J'acceptais immédiatement parce que nous avions besoin de toute la documentation officielle que nous pouvions obtenir. Mon téléphone vibra avec un message de Morrow. Il dit que le couteau était enregistré comme preuve et les deux garçons étaient à l'admission juvénile en train d'être traités. Le plus âgé pourrait faire face à la détention parce qu'il avait utilisé une arme. Le plus jeune serait probablement libéré à un parent puisque Julien était interrogé. Lire cela rendit tout plus réel. Ces enfants faisaient vraiment face à des conséquences sérieuses. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à mon patron à l'étranger à propos d'un congé d'urgence. Je le gardais vague, mais dis que ça impliquait la sécurité de Sophie et des questions légales. Le décalage horaire signifiait que je n'entendrais rien pendant des heures. Maintenant, j'avais le stress du travail en plus de tout le reste. Pendant que nous attendions plus de paperasse, Julien m'envoya un message privé. Il dit que nous pouvions encore arranger ça si je n'aidais pas avec les poursuites. Il prétendit que les garçons avaient appris leur leçon et nous n'avions pas besoin de ruiner leur vie. Lire son message me rendit si en colère. Il ne comprenait toujours pas comme c'était sérieux. Son fils avait essayé de poignarder une enfant de 7 ans. Je pris une capture d'écran de son message et ne répondis pas. Je savais que ceci pourrait compter comme intimidation de témoin ou quelque chose comme ça. Pendant que j'attendais les papiers de sortie, je regardais encore la vidéo du distributeur de Sophie sur son téléphone. Voir ces deux garçons voler leur grand-mère me rendit malade. Ils savaient qu'elle avait la démence et en profitèrent. Je sauvais la vidéo sur 3 services cloud différents. Enfin, quelqu'un qui sait comment préserver les preuves correctement. 3 sauvegardes cloud différentes en étant assis dans des urgences, c'est le summum du comportement adulte responsable. Contrairement à certains pères qui envoient encore des messages sur comment arranger ceci, comme si c'était une contravention de stationnement au lieu d'une tentative de poignardage. Puis je l'envoyais à mon email personnel et en envoyais une copie à un ami de confiance à l'étranger. Je devais protéger cette preuve au cas où quelque chose arriverait au téléphone de Sophie. L'infirmière revint avec plus de formulaires et dit que nous serions là au moins une autre heure. Sophie commença à s'endormir dans le lit d'hôpital. Tout la rattrapait. Je m'assis là, la regardant se reposer et pensant à ce qui viendrait ensuite. Nous avions des rapports de police et des dossiers médicaux maintenant. Les garçons étaient sous garde, mais je savais que c'était juste le début d'un long processus. Julien et sa femme prendraient probablement des avocats. Ils essaieraient de faire disparaître ceci, mais je n'allais pas les laisser balayer ça sous le tapis. Sophie méritait justice pour tout ce qu'ils lui avaient fait subir. Mon téléphone vibra encore avec un autre message de Julien. Cette fois, il menaçait de dire à mon patron à propos de mon comportement instable si je ne laissais pas tomber les accusations. Je pris aussi une capture d'écran de celui-là et bloquai finalement son numéro. L'assistante sociale revint avec une défenseur des victimes qui expliqua ce qui arriverait ensuite. Date de tribunal et audience de garde et service de conseil. C'était accablant, mais au moins nous avions du soutien maintenant. Sophie se réveilla quand elle parlait et écouta attentivement tout. Même à 7 ans, elle comprenait que c'était important. Elle demanda si les garçons iraient en prison et la défenseur expliqua que la détention juvénile fonctionnait différemment, mais il y aurait définitivement des conséquences pour ce qu'ils avaient fait. Mon téléphone commença à vibrer pendant que la défenseur expliquait encore. Le département de fraude de la banque rappelait à propos de l'argent volé de grande-maman. La femme au téléphone dit qu'ils avaient besoin de subpoenas officiels pour obtenir les images des caméras du distributeur et les enregistrements de transactions. Elle expliqua que même avec une preuve claire de vol, récupérer l'argent retiré avec le bon code PIN était presque impossible. La banque le considérait comme une transaction autorisée puisque le code correct avait été utilisé. Je voulus frapper le mur en entendant cela, mais la remerciai juste et raccrochai. 20 minutes plus tard, une femme en vêtements de bureau apparut dans la chambre d'hôpital. Elle se présenta comme Jenny Dubois des services sociaux et dit qu'elle devait interviewer Sophie seule selon leurs règles. Je dus attendre dehors dans le couloir pendant qu'elle passa 40 minutes à parler avec ma nièce. À travers la porte, je pouvais entendre la petite voix de Sophie décrivant des années d'être blessée dont je n'avais jamais su. Elle parla des garçons cassant ses affaires exprès et la frappant quand il n'y avait pas d'adultes autour. Elle mentionna être enfermée dans des placards et qu'on lui enlève sa nourriture. Chaque mot me retourna l'estomac en sachant que j'avais été en train de travailler à l'étranger pendant que ceci arrivait. Jenny sortit finalement et demanda à propos de ma situation de logement et si je pouvais prendre Sophie temporairement. J'expliquais que mon travail signifiait beaucoup voyager à l'étranger, mais dis immédiatement que je la prendrais quand même, peu importe quel problème ça causerait. Elle dit qu'il devait vérifier mon appartement, mais étant donné tout ce qui s'était passé, garder Sophie avec la famille était mieux que les familles d'accueil. Elle sortit son téléphone et appela Julien juste là dans le couloir. Je pouvais l'entendre crier à travers son téléphone, demandant pourquoi les services sociaux étaient impliqués dans les affaires de famille. Jenny resta calme et expliqua que c'était obligatoire quand un enfant est agressé avec une arme. Elle lui dit qu'un plan de sécurité était mis en place immédiatement. Les garçons ne pouvaient avoir aucun contact avec Sophie du tout. Julien continua d'argumenter, mais Jenny répéta juste les règles sans se fâcher. Elle avait clairement eu affaire à des parents en colère avant. Pendant qu'elle était encore au téléphone, Julie Bernard revint avec un dossier épais de papier. Elle avait une documentation détaillée de chaque coupure et bleue sur Sophie pour le dossier des services sociaux et tout ce qui était légal qui pourrait arriver. Elle prit plus de photos avec une caméra spéciale et mesura chaque blessure avec une règle. Tout fut écrit en termes médicaux sur des formulaires officiels. Julie me dit doucement qu'elle avait vu trop de cas comme celui-ci où personne ne défendait l'enfant. Elle était contente que quelqu'un ait finalement protégé Sophie. Après que Julie soit partie, Jenny expliqua qu'elle émettait une directive
directive verbale de non-contact qui commençait tout de suite. Les garçons ne pouvaient pas s'approcher de Sophie du tout jusqu'à une audience formelle. S'ils la violaient, ils seraient détenus immédiatement au centre de détention juvénile. Le soulagement que je ressentis fut énorme, en sachant que Sophie avait une vraie protection maintenant. Je me souvins de la lettre de grand-maman à propos de l'argent de charité et la sortie de ma poche. Jenny la photographia avec son téléphone pour son dossier. Elle dit que l'abus financier d'une personne âgée combiné avec l'agression d'un enfant faisait de ceci un cas sérieux qui ne serait pas rejeté. La lettre prouvant ce que grand-maman voulait vraiment faire avec l'argent serait une preuve importante. Mon téléphone sonna et c'était la femme de Julien qui pleurait si fort que je pouvais à peine la comprendre. Elle admit qu'elle savait que les garçons empiraient, mais ne voulait pas croire qu'ils blesseraient la famille. Elle trouva plus de preuves sur leur téléphone après que nous soyons partis. Il y avait des messages où ils se vantaient à des amis de faire pleurer Sophie. Ils avaient des vidéos de détruire ses affaires en riant. Elle trouva des recherches sur comment blesser quelqu'un sans laisser de marque. Son admission semblait beaucoup trop tard, mais je lui dis de partager tout avec les enquêteurs quand même. Pendant que j'étais au téléphone avec elle, Moreau m'envoya un message. Le cas avait été élevé de vol simple à accusation d'abus d'une personne âgée. Celle-ci portait des minimums obligatoires, même pour des enfants de leur âge. Le procureur le prenait au sérieux parce que les deux victimes étaient vulnérables. Les garçons faisaient face à de vraies conséquences pour la première fois. Nous obtîmes finalement les papiers de sortie des urgences vers midi. Ils nous donnèrent des instructions de soins des plaies et de multiples copies de toute la documentation médicale. L'infirmière me montra comment changer les bandages de Sophie et quels signes d'infection surveiller. Sophie s'endormit dans la voiture en 2 minutes après avoir quitté l'hôpital. Elle était complètement épuisée de tout ce qui s'était passé. Je conduisis super prudemment à mon appartement, vérifiant constamment les miroirs. Une partie de moi était paranoïaque d'être suivie, même si les garçons étaient encore au poste de police. Mon appartement n'était pas vraiment aménagé pour un enfant, mais nous nous débrouillerions. Je portais Sophie à l'intérieur sans la réveiller et la mis sur mon lit. Elle avait l'air si petite avec tous ses bandages. Je m'assis dans la chaise à côté du lit avec tous les papiers étalés sur mes genoux. Il y avait des formulaires de garde et des dates de tribunal et des références de conseil. La défenseure m'avait donné un dossier d'1 pouce d'épaisseur avec des ressources et des numéros de téléphone. Tout semblait accablant, mais au moins Sophie était en sécurité maintenant. Elle se réveilla après 1 heure demandant où nous étions. J'expliquais que c'était chez moi et qu'elle resterait ici pendant un moment. Elle demanda si les garçons pouvaient nous trouver et je lui promis qu'ils ne pouvaient pas venir ici. Jenny l'avait rendu très clair avec l'ordonnance de non-contact. Le matin suivant, j'appelais le numéro que Jenny m'avait donné pour l'audience de tribunal et découvris qu'elle était prévue pour 3 jours plus tard. Je passais ces jours à installer Sophie dans mon appartement, déplaçant mes affaires de travail pour faire de la place pour ses affaires et essayant de garder son esprit loin de tout. Le tribunal était bondé quand nous arrivâmes et nous dûmes attendre 2 heures avant que notre cas soit appelé. Le juge regarda toutes les preuves que Jenny présenta, la vidéo du téléphone de Sophie, les photos de ses blessures, les relevés bancaires montrant l'argent volé. Elle ordonna que les garçons restent complètement loin de Sophie. Aucun contact du tout, même pas à travers d'autres personnes. Elle dit aussi qu'ils devaient rester avec leur tante pendant que les services sociaux faisaient leur enquête du foyer. Julien s'assit là la tête baissée pendant que sa femme continuait de s'essuyer les yeux. Après le tribunal, je reçus un appel de quelqu'un à l'admission juvénile qui me dit ce qui s'était passé avec les garçons. Le plus âgé ne voulait parler à personne, s'asseyait juste là fixant tout le monde méchamment. Le plus jeune s'effondra en pleurant et admit tout ce qu'ils avaient fait à Sophie et à d'autres enfants à l'école. L'officier d'admission dit qu'il regardait de possibles programmes de diversion si les garçons montraient qu'ils étaient vraiment désolés et prêts à changer. Cet après-midi-là, j'emmenais Sophie au magasin pour acheter un coffre-fort pour tous les papiers importants et des copies de sauvegarde de ses preuves. Ça coûta plus que ce que je voulais dépenser, mais après tout ce qui s'était passé, j'avais besoin de savoir que ces preuves étaient sécurisées. Elle choisit la combinaison elle-même, utilisant des numéros qui signifiaient quelque chose pour elle, la date où ses parents moururent et l'anniversaire de sa mère. Je commençais à appeler des thérapeutes de la liste que Jenny nous avait donnée, mais chaque seul avait 6 semaines d'attente pour des rendez-vous réguliers. Finalement, un bureau dit qu'ils avaient un conseiller de crise qui pouvait voir Sophie 2 fois tout de suite pour l'aider à gérer le traumatisme immédiat. Je réservais les 2 sessions immédiatement, même si je savais que 2 sessions ne seraient pas assez pour ce qu'elle avait vécu. 5 jours après Noël, je me réveillais pour trouver grande-maman disparue de sa chambre. Je dus laisser Sophie avec ma voisine pendant que je conduisais partout en la cherchant. Je la trouvais à un arrêt de bus à 5 km, essayant d'aller à l'église pour donner de l'argent pour les familles pauvres, même si elle n'avait pas d'argent avec elle. Le stress de tout empirait sa confusion, et elle ne me reconnut pas au début. Je passais des heures cette semaine à rechercher des maisons de soins de mémoire, mais tout avait des listes d'attente de moi et coûtait plus que toute notre famille ne pouvait se permettre. Julien aurait dû aider avec ceci, mais il gérait des factures d'avocat pour les garçons. Maintenant, grande-maman avait besoin d'aide professionnelle, mais il n'y avait aucun moyen de la payer. 2 semaines plus tard, nous eûmes l'audience préliminaire du tribunal juvénile. Le procureur présenta un programme de diversion où les garçons devaient rembourser l'argent qu'ils avaient volé, aller en conseil et faire du service communautaire. S'ils complétaient tout avec succès, ils n'auraient pas d'accusation formelle sur leur dossier. Une partie de moi les voulait punis plus durement, mais je savais que Sophie avait besoin de stabilité plus que de vengeance. Le procureur expliqua le problème avec la restitution, cependant. Les garçons avaient dépensé tout l'argent volé sur ces cadeaux chers que Sophie avait donnés gratuitement le matin de Noël. Jenny apparaît et soudain tout le monde suit le protocole. La femme de Julien, trouvant ses recherches sur les téléphones, semble un timing assez pratique pour quelqu'un qui prétendait
prétendaient ne pas savoir. Je me demande pourquoi la banque a besoin du bon code PIN pour appeler ça du vol quand ils ont une victime âgée confuse. Il n'y avait aucun moyen de récupérer cet argent et les garçons n'avaient aucun moyen de payer. Le procureur suggéra qu'ils pouvaient travailler à temps partiel et le rembourser lentement sur l'année suivante. Je leur dis que j'accepterais le programme de diversion, mais seulement si les ordonnances de protection restaient en vigueur tout le temps et la sécurité de Sophie était garantie. Le juge accepta et ajouta que les garçons devaient rester en conseil pendant au moins 6 mois. Ça semblait les laisser s'en tirer trop facilement, mais je devais me concentrer sur aider Sophie à guérir, pas sur les punir. Cette même semaine, je dus gérer ma situation de travail. Je soumis toute la paperasse des services sociaux et du tribunal à mon employeur demandant un congé. Ils me donnèrent un mois non payé, qui était à la fois un soulagement et terrifiant, puisque mes économies s'épuiseraient vite avec 2 personnes à soutenir maintenant. Je l'acceptais quand même parce que Sophie avait besoin de moi là. Au cours des semaines suivantes, les choses se stabilisèrent en routine. Sophie alla à ses 2 sessions de conseil de crise qui aidèrent un peu. Le conseiller lui enseigna quelques exercices de respiration pour quand elle avait des cauchemars sur les garçons la poursuivant. Je continuais d'appeler la liste d'attente de thérapie tous les jours, espérant des annulations. Pendant ce temps, Julien et sa femme géraient leurs propres problèmes. L'enquête des services sociaux était en cours et ils devaient faire des classes parentales et des visites à domicile. Les garçons restaient avec la sœur de Julien qui m'appela une fois pour se plaindre de comme ils étaient difficiles. Je lui dis que ce n'était plus mon problème. Grand-maman eut 2 épisodes de plus d'errance ce mois-là. Une fois, la police la trouva essayant de marcher à sa vieille maison d'il y a 40 ans. Une autre fois, elle était à l'épicerie mettant des objets au hasard dans son chariot, pensant qu'elle faisait les courses pour une collecte de fonds d'église. Chaque fois rendait plus clair qu'elle ne pouvait pas rester à la maison beaucoup plus longtemps, mais nous ne pouvions toujours pas nous permettre des soins appropriés. Le programme de diversion pour les garçons commença en février. Ils devaient faire rapport à un officier de liberté surveillé chaque semaine et montrer la preuve qu'ils cherchaient des emplois. Le plus âgé fut embauché dans un restaurant de restauration rapide, mais fut licencié après 3 jours pour avoir argumenté avec son gérant. Le plus jeune dura 2 semaines dans une épicerie avant de démissionner. L'officier de liberté surveillé les avertit qu'ils devaient garder des emplois ou faire face à de vraies accusations. Julien reçut l'ordonnance du tribunal pour des classes parentales et la gestion de la colère la même semaine. Il m'appela se plaignant de devoir conduire 40 minutes dans chaque direction au seul programme approuvé dans notre région. Sa femme me dit après qu'il arriva 20 minutes en retard au premier cours et s'assit dans la rangée arrière avec les bras croisés. L'instructeur le fit déménager à l'avant après qu'il continua de vérifier son téléphone. Au moins il y alla, cependant. Les sessions de gestion de la colère furent pires parce qu'elles se rencontraient 2 fois par semaine et coûtaient 200 € chaque fois. Il essaya de s'en sortir en disant qu'il ne pouvait pas se le permettre, mais le juge dit qu'il pouvait vendre son bateau si l'argent était si serré. 2 semaines après que tout se soit passé, la conseillère scolaire appela à propos de rencontrer Sophie. Elle avait cette façon calme de parler qui fit vraiment s'ouvrir Sophie. Au lieu de pousser quelques grands plans de pardon comme le dernier thérapeute avait essayé, elle se concentra juste sur les petites choses. Sophie pourrait-elle gérer d'être dans la cafétéria encore? Se sentirait-elle en sécurité si les garçons étaient dans le couloir? Elles firent une liste ensemble de ce qui aiderait Sophie à se sentir prête à retourner. Pas de chronologie précipitée, pas de pression pour faire la paix avec qui que ce soit. Juste des étapes pratiques comme avoir un système de copains et savoir qu'elle pouvait m'appeler n'importe quand. Sophie semblait plus légère après cette rencontre, comme si quelqu'un l'avait finalement comprise. Jenny vint à mon appartement la semaine suivante pour parler de ce qui arrivait ensuite. Nous nous assîmes à ma table de cuisine en passant à travers tous ces formulaires sur les soins de parenté. Elle expliqua qu'il y avait des programmes qui pouvaient aider avec l'argent si je devenais le tuteur permanent de Sophie. L'État me donnerait 600 € par mois pour ses dépenses, plus de l'aide avec ses factures de thérapie. Nous convînmes de vérifier encore dans 1 mois quand les choses se calmeraient plus. L'idée d'élever Sophie à temps plein semblait énorme, mais aussi comme la seule chose qui avait du sens. Elle mentionna que les parents des garçons le combattraient probablement, mais le tribunal regarderait ce qui était le mieux pour Sophie, pas ce que la famille voulait. 3 jours plus tard, la femme de Julien m'envoya une photo d'un reçu. Les garçons avaient fait leur premier paiement pour l'argent qu'ils avaient volé à grande-maman. 50 € du chèque McDonald's du plus âgé et 20 de la route de journaux du plus jeune. Elle voulait que je sache qu'ils faisaient face à de vraies conséquences et apprenaient à rembourser ce qu'ils avaient pris. Je sauvai la photo mais ne répondis pas. À ce rythme, ça leur prendrait des années pour rembourser les 2000 complets, mais au moins c'était quelque chose. Le tribunal les fit mettre la moitié de tout ce qu'ils gagnaient vers rembourser grande-maman. Ce soir-là, je m'assis sur mon canapé avec Sophie endormie à côté de moi, sa tête sur mon épaule. J'attrapai un carnet et commençai à écrire ce que je pouvais réellement contrôler dans tout ce désordre. Garder Sophie en sécurité était numéro 1. Se présenter à tous les rendez-vous était 2. Prendre les choses un jour à la fois était 3. La famille était brisée, l'argent était serré et rien n'était emballé proprement et net. Mais Sophie était ici, respirant régulièrement contre mon bras, ayant finalement un vrai sommeil pour la première fois en semaine. Ça devait être assez pour maintenant. Eh bien les gens, c'est notre temps pour aujourd'hui. Merci de m'avoir laissé donner mes 2 centimes pendant que nous avons traversé cette histoire. On se voit dans la prochaine. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, laissez un commentaire.